Les vacances, c'est comme un concentré de vie. Si on part avec les mauvaises personnes, si on part avec ses propres dossiers professionnels et personnels, on va pas réussir à déconnecter. Et du coup, on ne va pas se ressourcer et on va rentrer aussi épuisé que quand on est parti. AVS avec Philippe Robichon. Alors AVS, vous le savez, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue. Ravi de vous retrouver. Bon appétit si vous nous écoutez alors que vous êtes en train de prendre votre déjeuner. Et nous allons parler aujourd'hui des vacances avec mon invité Lisa Le Tessier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes psychologue, clinicienne, thérapeute du couple. Vous vivez toute l'année dans une ville en vacances. C'est ça, je vis où les gens partent en vacances. C'est vrai. Est-ce que finalement vivre dans une ville où les gens partent en vacances, ça signifie les vacances ? Pas forcément, non. On peut ne pas être en vacances partout où on vit, tout dépend de l'intention qu'on va y mettre. Mais est-ce qu'on s'habitue à une ville de vacances ? Est-ce qu'on finit par ne plus la voir ? Écoutez, ça fait 2 ans que j'habite là et je ne m'habitue toujours pas. En tout cas, je suis toujours émerveillée de ce qu'il y a autour de moi. D'accord, donc vous n'êtes pas blasé. Non, pas du tout. Vous publiez Comment garder le bénéfice de vos vacances aux éditions Odile Jacob, un livre qui parlera à beaucoup d'entre vous, un livre que vous avez commencé à écrire, puis posé, puis repris, puis reposé. Quelle était l'idée de départ finalement ? L'idée de départ, de tout départ, pour tout vous dire, en fait, je voulais écrire ce livre avec mon frère qui travaillait dans les voyages. Et puis finalement, la vie a fait que ça ne s'est pas fait. Du coup, j'ai remodelé le sommaire et puis j'ai réfléchi. Et puis finalement, ça n'allait pas. Et puis je me sentais pas légitime, comme je raconte dans le livre. Ouais. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, si j'arrive à trouver juste une petite chose ou plusieurs petites choses qui vont permettre aux gens de ne pas être épuisés toute l'année, ça sera déjà gagné. Oui. Et de ne pas être épuisé quand ils reviennent une semaine après leur retour de vacances, parce qu'en général, le premier jour, on n'est pas épuisé. Quoique, parfois sur 3 jours, ça peut être compliqué déjà. Ça part d'un constat, c'est que les vacances, ça ne repose pas toujours. Ça repose pas toujours. Les vacances, c'est comme un concentré de vie. Donc, si on part avec les mauvaises personnes, si on part avec ses propres dossiers professionnels et personnels, on va pas réussir à déconnecter. Et du coup, on ne va pas se ressourcer et on va rentrer aussi épuisé que quand on est parti. Est-ce que vous pouvez répondre à la question, à quoi les vacances servent-elles ? À quoi les vacances servent alors ? Ça sert à quoi les vacances ? Les vacances, ça sert au cerveau, encore une fois, à se reposer. Quand on est là, vous, moi, tout le monde, on a une partie de notre cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal, qui est en permanente activité. Quand on part en vacances, et si on arrive à vraiment déconnecter, cette partie du cerveau se repose un peu. Il se met en mode quoi ? Il se met en mode par défaut. Donc, c'est quoi le mode par défaut ? Ouais. Le mode par défaut, ça va être la rêverie mentale qui va s'activer, le vagabondage, etc. Ça va vraiment permettre de se reposer complètement. Et donc, les vacances, ça va servir à se reposer. Mais il ne faut pas que ce soit une période de convalescence entre 2 apnées. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment que ce soit une vraie reconstruction des ressources, une vraie pause, mais encore pas une convalescence, comme je le disais. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la larve. On peut faire la larve si on a envie de faire la larve, si ce sont vos besoins. Mais l'idéal, c'est vraiment justement d'identifier ses besoins avant de partir. Tiens, cette fois-ci... Ou même peut-être avant de choisir ses vacances. Avant de choisir ses vacances, absolument. Ouais. De quel type de fatigue je souffre ? Est-ce que j'ai besoin de me reposer physiquement ? Est-ce que j'ai besoin de me reposer mentalement ? Est-ce que j'ai plus envie de lézarder sur un transat avec un bouquin ? Ou au contraire, aller visiter plein de trucs parce que j'ai besoin de m'aérer le cerveau et de découvrir des nouvelles cultures. C'est hyper important d'identifier ses besoins avant de partir et de pas, un peu en automatisme, réserver ses vacances parce qu'on a l'habitude de toujours partir au même endroit, avec les mêmes personnes, etc., etc. C'est-à-dire que si on identifie ses besoins, on choisirait peut-être pas les mêmes vacances qu'on a l'habitude de faire.
Non, et puis peut-être qu'on pourra aussi se dégager d'une certaine pression ou injonction qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait subir. Par exemple, si vous réservez un trek au Mexique avec votre sac à dos parce que ça fait bien et qu'après on va pouvoir poster toutes ces photos sur Insta, alors qu'en fait vous avez juste envie de lézarder au bord d'une piscine. Vous n'avez pas identifié que vous avez besoin de faire ça. Du coup, vous allez plutôt choisir ces vacances parce que ça fait bien, mais vous allez rentrer crevé et pas du tout ressourcé. Et peut-être pour être dans la norme, parce que ça se fait en ce moment. Il faut accepter qu'en vacances, eh bien, finalement, il y ait des imprévus. On ne peut pas tout contrôler. Oui, alors il y a des imprévus tout le temps dans la vie en général. Et effectivement, quand on a un besoin de contrôle, ça c'est compliqué. C'est compliqué dans la vie de tous les jours, c'est compliqué en vacances, c'est compliqué tout le temps. Mais on emporte tout ça avec nous en vacances. Et ce qui est intéressant, c'est simplement de pouvoir accueillir ce qui se passe, accepter justement qu'on ne maîtrise pas tout, se laisser des parts de spontanéité, que tout ne soit pas systématiquement minuté par peur de s'ennuyer ou par peur justement de perdre le contrôle. Ça, c'est un très bon exercice et c'est ça aussi qui repose le cerveau. Jour 1, jour 2, jour 3, en général, les gens ont des programmes. Hein. Il y a des checklists en tout cas qui sont faites. Alors, même quand on a un besoin de contrôle et que c'est compliqué de laisser comme ça complètement son planning à volo, ce qui peut être intéressant, c'est ce que j'appelle l'espace de spontanéité contrôlée. C'est-à-dire qu'on se dit, bah tiens, de 14h à 16h, je prévois rien, mais je sais que c'est de 14h à 16h, donc ça me rassure un petit peu, et je vais voir ce que ça fait d'être spontané pendant 2 heures. Moi, je pense toujours aujourd'hui aux gens qui organisent leurs vacances avec des espaces de temps assez limités. Et aujourd'hui, avec les transports aériens ou le train même ferroviaire, les horaires étant ce qu'ils sont, parfois, si on ne prend pas suffisamment de battements, eh bien, on peut rater son avion. Et là, c'est la cata. Parce que tout ce qu'on avait prévu au début, ça ne fonctionne pas. Donc aussi, il faut se laisser du temps, un peu de marge de manœuvre. Exactement. C'est vrai qu'à une époque, les avions et les trains étaient plutôt à l'heure. C'est fini, ça. Oui, puis effectivement, on peut le rater. Lui ne peut ne jamais arriver et ça peut chambouler toutes les vacances. Toutes les vacances. Et c'est peut-être même le secret des vacances réussies. Ce chamboulement ? Ah oui. Alors, je suis pas sûre que les personnes bloquées à l'aéroport trouvent qu'ils ont réussi. Non, parce qu'il se passe enfin quelque chose d'imprévu. C'est vrai, c'est vrai. Après, ça fait appel à la créativité. Quand on est face comme ça à un imprévu, ça fait appel à nos capacités d'adaptation, à notre créativité. C'est peut-être là, justement, où on va passer les meilleures vacances. Oui, moi, j'ai le souvenir de gens qui étaient partis en Grèce et leur bagage n'était pas arrivé. Donc, ils étaient partis et rien, zéro. Ils avaient pas de rechange, pas de maillot de bain, tout ça. Ils ont passé les meilleures vacances de leur vie. Avec un t-shirt, un maillot de bain, et voilà. Donc, et une nouvelle garde-robe. Et une nouvelle garde-robe. Donc, comme quoi, parfois, ça peut avoir du bon, l'imprévu. Quelle différence faites-vous entre vacances, voyage et tourisme ? Parce que dites-vous qu'il y a des différences. Il y a des grosses différences. On peut parfaitement être en vacances sans partir en voyage. On peut voyager sans être en vacances. Donc, ce sont deux choses différentes. Le tourisme, c'est encore autre chose. Qui a été bien décrit et bien décrié surtout par un certain nombre d'auteurs. Être en vacances, c'est être en congé. Donc l'idée, c'est vraiment, je ne travaille pas. Si je pars en voyage, si je voyage, je vais découvrir un pays. On peut aller découvrir un pays tout en continuant à travailler. Donc, voyager ne veut pas dire être en vacances. Et on peut parfaitement être en vacances et passer des super vacances chez soi sans voyager. Donc, ce sont vraiment deux choses différentes. Et c'est toujours intéressant de se demander avant, est-ce que j'ai envie de voyager ou est-ce que j'ai juste envie d'être en vacances ? Mais il y a des gens pour qui être en vacances, c'est forcément voyager. Oui. Et c'est forcément prendre un avion et c'est forcément aller loin. Alors, c'est vrai que c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile de se déconnecter. C'est plus facile de se déconnecter en partant, en voyageant.
tout simplement parce que le cerveau va se dépayser, qu'on ne va pas rester chez soi et qu'on ne va pas avoir le cerveau en mode automatique. Maintenant, alors déjà, vaut mieux partir plus longtemps et moins souvent. En plus, c'est un peu plus écolo. Donc on verra la durée tout à l'heure. Mais rester chez soi, si on se met en mode vacances, on peut parfaitement changer son mode cérébral. C'est-à-dire, par exemple, acheter un guide touristique de la ville dans laquelle vous habitez ou de la région dans laquelle vous vivez et découvrez-la avec de nouveaux yeux. Vous allez voir que vous allez vous sentir en vacances sans avoir pris un avion. Moi, j'aime beaucoup ce concept de se dire être en vacances mais rester chez soi. Alors, tout le monde ne pourrait pas parce que aujourd'hui, psychologiquement, c'est pas avouable de dire qu'est-ce que t'as fait, je suis resté chez moi. Donc t'avais des travaux, non, je suis resté chez moi. Je voulais juste découvrir. Oui, il y a toujours un petit regard désolé, genre t'as foiré tes vacances. Mais t'avais pas d'argent. Oui, c'est ça. Parce que les gens aujourd'hui, ils évaluent aussi les vacances un petit peu. C'est lifestyle comme on dit. Oui. Mais alors, comment on fait pour psychologiquement rester chez soi et être en vacances quand on quitte pas son milieu de vie en fait? Il faut changer ses routines. C'est-à-dire alors, par exemple, si vous avez l'habitude de prendre un café et 2 croissants au petit-déj, changez votre petit-déj. Faites-vous un petit-déj comme si vous étiez à l'hôtel. Je disais tout à l'heure, achetez le guide touristique de votre région, allez visiter des endroits comme si vous les aviez jamais vus. Si quand vous partez en vacances, vous avez l'habitude de faire plus de sport, faites vos 20 minutes de sport tous les matins. En fait, c'est vraiment une attitude aussi, le fait d'être en vacances. Donc, vous pouvez parfaitement changer votre mode. Par contre, c'est très important, très très important de déconnecter du travail. À partir du moment où vous restez connecté à votre travail, ne serait-ce qu'en regardant un mail, vous relancez le cortex préfrontal et là, c'est un petit peu plus compliqué de se récupérer. Ouais, mais j'avais une urgence à régler. Bah oui, mais non. Il n'y a pas d'urgence. C'est quoi l'urgence? Qu'est-ce qui va se passer si vous ne la réglez pas? Comme d'habitude, hein. C'est-à-dire? Il faut bien que quelqu'un le fasse. Non, mais parce que certains, quand même, en vacances aujourd'hui, sont sur leur mail. Oui. Ils sont sur leur boîte mail qu'ils ont transférée, d'ailleurs, la boîte du bureau qu'ils ont transférée sur leur boîte perso, ce qui fait qu'ils tous les jours, ils sont alimentés par ce qui se passe. Et ces personnes-là ne peuvent pas se ressourcer. C'est-à-dire, neurologiquement, c'est compliqué. Encore une fois, dès que vous allez reconnecter avec le travail, avec un mail, avec quelque chose, hop, c'est reparti. En fait, votre cerveau, il se remet, lui, en mode travail. Donc, tout le process de déconnexion, de changement de mode et de mise en mode par défaut ne va pas se faire. Et c'est intéressant ce que vous disiez, parce que je dis oui, mais je peux pas, j'ai une urgence. Il n'y a pas d'urgence. Bah, vous l'avez jamais entendu? Mais je l'entends tout le temps. T'étais où? J'avais une urgence. Mais une urgence de quoi? Il n'y a pas du boulot. Qu'est-ce qui va se passer? Mais t'es en vacances. Ouais. Quand vous faites le scénario catastrophe, vous allez voir que souvent, le bout du scénario, c'est la perte. J'ai peur de perdre l'estime de mes collègues, j'ai peur de perdre mon boulot, j'ai peur de perdre de l'argent. C'est la perte. On a peur de la perte. Et donc là, c'est intéressant aussi de mettre en place ce qu'on appelle en thérapie cognitive des pensées alternatives. C'est-à-dire de dire, OK, en fait, concrètement, si je ne réponds pas à ce mail aujourd'hui, est-ce que vraiment personne ne peut le faire à ma place? Ça, c'est les gens qui culpabilisent d'être en vacances et de s'arrêter. Comment garder le bénéfice de vos vacances après le retour, hein. C'est la question que je pose à mon invité ce matin, Lisa Le Tessier, qui est psychologue clinicienne, thérapeute du couple et qui publie justement Comment garder le bénéfice de vos vacances chez Odile Jacob. On parlait tout à l'heure de comment passer des vacances en restant chez soi. Mais finalement, c'est vrai que c'est une bonne idée. D'abord, ça coûte moins cher. Ça dépend ce qu'on fait. Hein. Ça dépend ce qu'on fait. Si on va au resto tous les jours, ou ça va pas coûter moins cher. Mais si on n'y va jamais dans l'année, par exemple, ne serait-ce que d'aller au resto tous les jours, ça c'est une bonne idée. Oui, si on n'y va jamais dans l'année, ça peut être effectivement une bonne idée. Après, encore une fois, je me répète, mais y a des gens qui vont être vraiment bien à rester chez eux, d'autres où ça va être beaucoup plus compliqué. Ils vont avoir besoin de partir. Par exemple, si on vit en ville, peut-être que de se dire ouais, mais moi je vais passer les vacances dans mon appartement entre 4 murs, c'est pas possible.
on va avoir envie de plus de nature, de plein air, etc. Et d'ailleurs, ça, la nature, c'est vraiment très important pour pouvoir se ressourcer. Même si vous vivez en milieu urbain, essayez de prendre 1 heure, 1 heure et demie, pendant vos vacances, j'entends, par jour, pour aller vous aérer dans un bois, dans un parc quelconque. Et pendant l'année, 10 minutes à chaque pause déjeuner, c'est super. Important, ça, de pouvoir justement se ressourcer avec les arbres. Oui, parce que... Ou la montagne, ou la mer. Ce qu'on appelle la nature, ça peut être un lac. Voilà. Oui, ça peut être tout. En fait, il y a une étude qui a montré que le simple fait de regarder des photos de paysages urbains déclenchait les zones du stress dans le cerveau. VS, regarder des photos, des simples photos de nature, déclencher les zones de la détente, etc. Donc on imagine ce que notre cerveau subit en permanence quand on est dans un milieu urbain, qu'on vit dedans. Partir, écrivez-vous, est devenu une soupape pour compenser la pression du travail. Plus on va partir loin, plus on va se dépayser et plus on va décompresser, pense-t-on. Oui, ça c'est pas forcément vrai si évidemment on emmène encore une fois son portable et ses mails avec soi. On peut être dans un endroit magnifique, à l'autre bout du monde. Si soi-même, son cerveau est resté au travail, on va pas profiter, on va pas se ressourcer. Vraiment être connecté à l'endroit où on est, c'est extrêmement important. Ça veut dire quoi, être connecté à l'endroit où on est ? Être connecté, ça veut dire... Alors, on parle beaucoup de la pleine conscience, de la méditation de pleine conscience, mais la méditation de pleine conscience, c'est pas seulement s'asseoir sur un coussin et méditer. C'est prendre conscience des sons, des images, des couleurs, s'ancrer dans l'instant présent, réactiver ses sens, les odeurs, le bruit, etc. Mais au milieu de paysages différents. Le coût de nos vacances entraîne des attentes parfois très fortes et parfois des exigences inadaptées. On a payé, donc on va en profiter un max. Voilà. On a payé, j'ai le droit. C'est la fameuse phrase. Et malheureusement, ça déclenche quelques comportements, dirons-nous, inadaptés. Et c'est justement quand on parle du tourisme, souvent aussi on fait référence à ça, ou dans les hôtels inclusifs, c'est-à-dire que le fameux qui pose sa serviette peut-être au milieu de la nuit, d'ailleurs il doit se réveiller pour poser sa serviette et que surtout on ne lui pique pas, ou les gens qui prennent des grosses assiettes. Voilà, j'essaye de... Non, mais les gens qui le matin très tôt vont poser leur serviette sur les transats réservés et qui vont qu'à 13 ou 14 heures, oui, ça existe. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Il y en a, quand on va dans des hôtels all-inclusive, on le voit tout le temps. C'est pour ça, moi, je me demande s'ils se réveillent la nuit, en fait, pour aller bosser leur serviette. Mais si on veut décrocher, c'est l'idéal, les hôtels all-inclusive. Oui, en fait. je trouve ça super. Moi, les hôtels all-inclusive, je suis très fan parce que je trouve que c'est une super façon de se reposer. On n'a rien à faire. Il y a plein d'activités. Voilà, c'est super. Mais je pense que sur certaines personnes, ça fait ce qu'on appelle un lâcher de frustration. Donc, du coup, comme je suis frustrée toute l'année et on m'empêche de faire plein de choses, je me lâche et je fais pas attention à ce qu'il y a autour de moi. Donc ça peut être compliqué. Et puis, vous parliez de ce qui m'est dû, j'ai payé, c'est dû. Je raconte dans le livre, en effet, un exemple qui est vrai et qui m'a vraiment marqué. C'est ce fameux couple de touristes qui avaient... poursuivi l'agence de voyage quand ils sont rentrés parce qu'il ne faisait pas beau. Donc, voilà. Ceci dit, le temps, c'est une composante importante des vacances réussies. Et parfois, il fait beau, puis parfois, il fait pas beau. Mais ça, il faut intégrer qu'il puisse ne pas faire beau. On peut pas, encore une fois, on ne peut pas tout contrôler. Donc, s'il fait pas beau, alors oui, moi aussi, j'adore le soleil. J'ai envie qu'il fasse beau cet été, comme tout le monde, et pas qu'on ait un été pourri comme l'année dernière. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir se réadapter. S'il fait pas beau, je vais aller m'ancrer dans d'autres choses qui me font du bien. Oui, il n'y aura pas de soleil, mais il peut y avoir d'autres choses. Mais si dans nos attentes et dans nos besoins, on avait choisi un endroit où il faisait beau pour aller à la plage, c'est mort là. Alors oui, mais bon, encore une fois, on peut pas tout contrôler. On peut pas tout contrôler. Voilà. Alors, comment être sûr de bien choisir son lieu de vacances ? Est-ce qu'il y a une méthode ? Encore une fois, il faut identifier ses besoins.
C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez très connecté et il faut le faire à chaque fois, parce que d'une période de vacances à une autre, vos besoins peuvent complètement changer. Alors vous, il y a la fameuse pyramide de Maslow, qui est bien connue, mais vous avez votre propre pyramide. Oui, alors j'ai fait ma petite sauce. Mais comment on identifie ses besoins de vacances ? Comment on identifie ? Oui. Eh ben, déjà, posez-vous la question. C'est-à-dire, quelle question vous vous posez ? De quoi ai-je besoin en ce moment ? Vous identifiez votre corps. Est-ce que je suis fatiguée ? De quoi ? Qu'est-ce qui me ferait du bien ? Je propose d'ailleurs une méditation, un exercice en ce sens dans le livre. Tiens, là, spontanément, qu'est-ce qui me vient ? Par exemple, là, si je vous demande de quoi avez-vous besoin là pour vos vacances ? Nager. Nager. Tous Voilà. les jours. Pourquoi ? Ça fait appel à quel besoin, ça ? Qui ça, moi ? Oui. Parce que je suis dans l'eau et j'adore tremper et j'adore faire des kilomètres de nage. Donc plutôt quelque chose de sportif. Non, nager. Parce que j'ai pas d'autres besoins en fait. Pour moi, en vacances, j'ai besoin de nager. Je sais pas pourquoi. Alors là, ne me demandez pas. Bon, et vous mettrez un endroit où vous nagez. Après, dans un deuxième temps, c'est est-ce que j'ai envie d'aller nager seul ou avec quelqu'un ? Ah non, nager seul, parce que moi je vais nager à 6 heures. Voilà. Oui, vous allez être tout seul. Je vais nager quand il n'y a personne qui m'embête. Vous voyez ? Non, je vais nager tranquille. Non, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est aussi d'identifier avec qui on a envie de partir et si on a envie de partir avec quelqu'un. Est-ce qu'on a plutôt envie d'être seul, de se recentrer ? Est-ce que j'ai envie de partager des moments avec des amis ? Est-ce que j'ai envie des deux ? Parce que c'est possible aussi. Des moments où je suis seule et des moments de partage. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est vos compagnons de voyage. Il faut bien les choisir, parce que ça peut clairement pourrir vos vacances. Voilà. Ouais, mais ça, c'est la base. Voilà, c'est la base. Mais on connaît bien les gens quand on voyage avec eux. Je suis assez d'accord. Après, on peut parfaitement très bien s'entendre, par exemple, avec quelqu'un au travail ou dans la vie de tous les jours, mais vraiment très très bien. Et puis, pouf, on part ensemble avec les enfants, parce qu'en général, c'est là où ça coince. Et là, ça devient un cauchemar, parce qu'on n'a pas les mêmes modalités éducatives, ni les mêmes valeurs éducatives, ni les mêmes rythmes. Et là, ça peut devenir vite un enfer. Compliqué. Et le pire, c'est que l'année d'après, on recommence. Oui, alors du coup, non. Est-ce que c'est de la résilience ? Pourquoi finalement on sait qu'ils vous sortent par les trous de nez, qu'ils sont radins, et pourquoi l'année d'après on recommence ? Il faut se poser la question, parce que si c'est mal passé, pourquoi le refaire ? Alors est-ce qu'on se dit, mais non, mais c'est parce que l'année dernière j'étais fatiguée, peut-être, là ça se passerait mieux, les enfants sont plus grands. Mais pour éviter un deuxième cataclysme, échangez avec vos amis. Justement, tiens, moi j'ai besoin de me reposer ces vacances. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Faites-le avant de partir et vous allez voir si vous êtes synchrone ou pas. Comment choisir la bonne durée ? Alors ça, c'est très compliqué. Il y a encore peu d'études qui sont sorties sur le sujet. Se ressourcer, on va dire. Voilà, j'ai vu passer une étude qui disait que en 4 jours, on pouvait déjà se ressourcer de façon assez importante avec un bénéfice, je crois, qui durait 52 jours ou je ne sais plus combien. Je ne me souviens plus exactement des... 4 jours et on se ressource pour 52 jours ? Ouais, je crois que c'était ça. Mais je me suis peut-être trompée sur les chiffres. Là, je ne l'ai plus tellement en tête. Mais moi, de toute façon, je ne suis pas convaincue. Je trouve que 4 jours... Bon, c'est quoi la bonne durée ? C'est 15 jours ? C'est 3 semaines ? C'est 1 mois ? À mon sens, c'est 10 jours. Pourquoi 10 jours ? Parce que pendant 3 jours, il y a ce fameux changement de mode du cerveau qui va se mettre en mode par défaut. Ensuite, au bout de 3 jours, vous allez voir que vous allez avoir petite baisse de régime, soit morale, soit physique. Souvent, c'est à ce moment-là où on peut s'embrouiller avec son conjoint. Et puis, on va mettre encore 3 jours pour se ressourcer physiquement et encore 3 jours pour vraiment profiter et accumuler des ressources. C'est pour ça que moi, j'avais donné une durée de 10 jours qui me semblait intéressante. Alors, je vois vos yeux, vous dites... Ça me paraît court, moi, 10 jours. Ah oui, non, mais si vous pouvez partir plus, c'est mieux. Pour des vacances, je veux dire, j'entends bien. 10 jours minimum. Oui, d'accord. Voilà, et il y a des gens qui peuvent me dire à ce moment-là, ah ouais, mais 10 jours, c'est long, pour le coup. Moi, j'ai pas beaucoup de vacances, mais c'est là où je dis, il vaut mieux partir moins souvent et plus longtemps que sur des petits bouts comme ça toute l'année. 1 mois, c'est parfait, non ? 1 mois, c'est super si vous pouvez le faire. Ça, c'est top. 2 mois même. Non, je sais pas. Pour se reposer, c'est quoi l'idéal ? C'est ça qu'il faut voir.
je dis Si on a envie de se rebooster, de retrouver de l'énergie... Pour moi, en dessous de 10 jours, c'est impossible. Pour moi, vraiment, en dessous de 10 jours, on ne se ressource pas. Évidemment, à partir de 10 jours, ça commence à devenir intéressant. Évidemment qu'un mois, c'est parfait. Je trouve que le bon signal qui dit « Ok, je me suis assez ressourcée », c'est qu'on a envie de rentrer. On a envie de reprendre le travail. On se dit « Ah bah ouais, là, ça va. Alors, je me suis assez reposée, je suis contente d'aller rebosser. » Et ça, à ce moment-là, c'est que vous êtes bien ressourcé. Moi, si vous me dites ça... Vous revenez jamais. Non, ça peut prendre du temps. Oui, mais peut-être parce que... Si vous créez des routines qui sont intéressantes en vacances, enfin, vous voyez pas le temps passer. Alors, on voit pas le temps passer. Après, quand on n'a pas envie de rentrer... Alors, j'ai pas dit que je voulais pas rentrer, mais c'est dire oui, ça me manque. Je pense que c'est aussi une question de routine qu'on se crée quand on est quelque part, en fait. Toutes les choses que vous faites dans une journée, vous vous dites, oh là, j'ai passé une bonne journée. Oui, mais au bout d'un moment, peut-être que vous avez justement envie de retrouver votre travail et de plus donc être en vacances. Être en vacances, c'est juste je ne travaille pas. Hein. Alors c'est intéressant parce que vous parlez de ceux qui n'ont pas envie de rentrer. Ça veut dire quoi, quelqu'un qui a le blues justement de rentrer? Ça signifie quoi? Ça, c'est la question qui fâche. Je pense que ce n'est pas anodin d'avoir un gros spleen du retour de vacances. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai pas envie de quitter, mais surtout qu'est-ce que j'ai pas envie de retrouver. Je pense que si on est bien dans sa vie, qu'on est content dans son travail, que tout va bien, on est plutôt content de rentrer. Oui, on a passé des bonnes vacances, c'était cool, mais on est content aussi de retrouver sa vie. Quand vraiment il y a cette angoisse, parce que j'ai des patients quand même qui me décrivent des crises d'angoisse ou vraiment des états anxio-dépressifs assez forts en retour de vacances, c'est qu'il y a un vrai problème et qu'il y a une vraie question à se poser sur qu'est-ce que je dois changer dans ma vie. Genre dimanche soir, demain c'est lundi. Oui, c'est le syndrome du... C'est le fameux syndrome du dimanche soir, en fait. Alors, il y a un auteur que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'aussi, il disait, si on a le blues du dimanche, c'est qu'on n'a pas assez bien profité de son week-end. Et que du coup, c'est cette impression d'inachevé qui fait que, ah non, c'était trop court, j'aurais aimé avoir un jour de plus. Comment garder le bénéfice de vos vacances? Peut-être que c'est une question que vous vous posez tous les ans, au bout d'une semaine. Vous avez l'impression d'être même pas parti et d'être déjà dans un seau. Votre livre, vous le publiez aux éditions Odile Jacob, Lisa Le Tessier. Est-ce qu'il y a des études sur le moment de l'année où on a le plus besoin de partir en vacances? Je ne crois pas. Je l'ai peut-être loupé, mais je pense que c'est intéressant de s'auto-étudier. Parce que je pense que ça n'est pas pareil pour tout le monde. Il y a vraiment des gens qui ressentent un fort besoin de partir pendant l'hiver. Parce que très impacté par la baisse de luminosité. On connaît le fameux mois de novembre qui est très compliqué sur le plan anxio-dépressif, où là, on a vraiment une chute de sérotonine. Et puis, il y en a d'autres où ça va être plutôt l'été. Donc, c'est vraiment à vous d'identifier à quel moment de l'année vous avez vos coups de... Le petit mou, le petit coup de mou, en fait. Voilà. Moi, par exemple, vous voyez, moi, je trouve qu'il fait beau l'été. Donc, je vois pas tellement l'intérêt de partir l'été. On peut profiter de la ville, il fait beau, on peut faire du vélo, on peut manger dehors. Donc, voilà, c'est presque une ambiance de vacances au travail. Donc, vous voyez, c'est dire finalement, il vaut mieux attendre des moments où il fait un peu moins beau. Je suis un peu comme vous, j'adore partir l'hiver quand on manque de soleil au soleil. Parce que là, il fait beau, ça devient agréable. Bon, il y a un petit air de vacances. En général, le chef est parti en vacances. Donc, après, aussi, encore une fois, ça dépend de là où on vit. Oui. Ça va pas être pareil pour quelqu'un qui vit en ville et quelqu'un qui vit déjà au bord de la mer. Oui, c'est pas la même chose. Vous partez, par exemple, en Thalasso la première semaine de janvier. Ah oui, c'est mon rituel. Toute seule? Toute seule. Vous n'avez pas peur de vous ennuyer? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah, j'adorerais m'ennuyer. Je veux m'ennuyer surtout d'ailleurs, parce que je m'ennuie pas beaucoup dans mes journées. Mais oui, c'est mon rituel de ressourcement. Voilà. Je laisse mari et enfant à la maison. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de femmes qui détestent l'idée de partir seule. Oui. Et de dîner seule en plus. Alors, parce que pour elle, partir seule, ça veut dire dîner seule le soir. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais comment tu peux faire? Mais le soir, ce fameux dîner. Vous savez, le fameux dîner du soir où vous êtes toute seule avec votre soupe. Tu fais quoi? C'est triste. Alors moi, je m'en fiche complètement. Je suis avec mon bouquin. Je suis très bien. Après,
voilà, si c'est compliqué pour vous d'être seul, prenez une copine ou un copain, mais se faire une semaine comme ça de temps en temps, vraiment de ressources, de pour soi, d'être vraiment recentré, ça fait beaucoup de bien. Alors les vacances, c'est comme tout, ça se prépare. À l'aller, comme au retour. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils bossent jusqu'à la dernière minute, ils bouclent tous les dossiers qui sont en retard, après ils rangent leur appartement, s'ils ont du temps, ils font leur valise et ils partent épuisés. Et vous vous dites non, ça c'est pas la bonne méthode. Il faut décélérer doucement avant de partir. L'idéal étant de prendre 2 jours avant ces vraies vacances. Maintenant, quand on ne peut pas, parce qu'on n'a pas assez de jours de congé, ce qui est la majorité des gens, se mettre déjà dans un état d'esprit de décélération 48 heures avant de partir. On fait ses valises tranquillement, on commence à mettre son message d'absence sur ses mails et pas dans l'avion à l'arrache au moment où on décolle. Parce que, encore une fois, votre cerveau ne va pas avoir le temps de se mettre dans ce fameux mode par défaut. Il va passer de 100% d'activité à 0 d'un coup. Donc, c'est très important de faire cette décélération progressive. Tout comme, vous parliez du retour, c'est important de faire une réaccélération progressive. C'est-à-dire que vous rentrez et vous prenez encore 2 jours. Alors, c'est ça ? Soit vous les grappillez, soit effectivement vous en prenez 2 de plus. Mais par exemple, si vous reprenez le boulot le lundi matin, ne rentrez pas le dimanche soir. C'est affreux. Mais parce que les gens, ils optimisent. Oui, mais... Vous savez, l'optimisation du temps de vacances. Oui, sauf que justement, c'est un investissement ces 2 jours. Vous pensez que vous optimisez alors que vous êtes en train de vous cramer déjà la moitié de vos ressources en faisant ça. Si vous rentrez 2 jours avant, vous pouvez tranquillement défaire vos valises, commencer à regarder vos mails qu'évidemment vous n'avez pas du tout regardé pendant les vacances. Et donc, petit à petit, votre cerveau se remet progressivement en mode, on va dire, cortex préfrontal. Et là, ça va être beaucoup plus doux. Vous faites votre lessive, enfin, pas mal de choses. Vous préparez vos photos. Celles que vous allez montrer à vos collègues. Voilà, mais bon. Qu'attendez-vous avec impatience quand vous attendez vos vacances ? Qu'est-ce qu'ils attendent, les gens ? Je pense qu'ils attendent le ralentissement du rythme. Surtout en ce moment. Je crois vraiment que nous avons tous des rythmes qui sont beaucoup trop rapides. On sait que, encore une fois, ce fameux cortex préfrontal est sursollicité en permanence avec nos écrans, avec tout. On ne veut jamais s'ennuyer, on n'attend rien, on ne fait pas rien. On ne fait plus rien, en fait. Quand on attend son bus, hop, on va sortir son portable. Pourquoi ? Ne sortez pas le portable, juste attendez le bus, laissez votre cerveau divaguer. Et le temps de vacances, c'est vraiment un temps de ralentissement dont on a vraiment, vraiment besoin. Alors, il y a les fameuses vacances en famille. De quoi les vacances en famille sont-elles l'indicateur ? Alors là, ça passe ou ça casse. Alors, ça dépend ce que vous appelez famille. Est-ce que c'est juste mari et enfant ou famille élargie avec tonton, tata, les grands-parents ? Après, il y a les cousins, il y a les... Voilà. Donc là, comme je disais en début d'émission, c'est un concentré de vie, les vacances. Donc quand on part en vacances en famille, on ramène ses problèmes de famille en général. On ne les laisse pas du tout à la maison. Si ça ne se passe pas bien avec son conjoint, pour moi, les vacances d'ailleurs sont un très bon indicateur en tant que thérapeute de couple pour voir comment ça se passe dans le couple. Il y a des couples qui me disent « Ah ouais, les vacances, c'était super, on s'est retrouvés, c'était génial, etc. » Et puis, donc là, ça veut dire que ce qui se passe, c'est qu'il y a des facteurs externes qui viennent abîmer le couple. Donc, il faut leur apprendre à réussir à garder cette bulle, justement. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui me disent on est parti dans un endroit fabuleux, mais on s'est disputé pendant toutes les vacances. Mais ça, c'est le couple tous les deux. Enfin, en gros, c'est quand on part à deux. Ça, c'est le couple à deux. Ouais. Et ça, c'est un premier... Et là, vous dites que finalement, le couple se dispute à partir du 3e jour. Oui, alors il y a la petite dispute. C'est vous qui dites 3 jours, c'est le gap. Voilà, là, mais après, il y a la petite dispute qui va juste être le relâchement. Mais après, il y a le couple qui se dispute toutes les vacances parce qu'ils vont pas bien, enfin que ça va pas. Voilà. Puis il y a la gestion des enfants. Donc comment je vais pouvoir à la fois
profiter de mes vacances avec mes enfants, tout en gardant du temps pour moi. Donc ça, c'est important parce que souvent, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais les pauvres, les enfants, on bosse, on les voit jamais, donc on est à 100%. » Mais non, vous avez le droit de prendre 1 heure pour vous dans la journée, pour marcher, aller nager, faire un spa, faire ce que vous voulez. Ce sont les vacances de tout le monde. Donc les parents ont aussi le droit de s'accorder des moments de repos, de répit pour eux, sans les enfants. Ça, c'est important quand même de souligner. Oui, et puis tout comme... Il y en a pas dès qu'ils sont en vacances, c'est les autres qui font à manger, non, qui font la... Voilà, ce sont les vacances de tout le monde. Donc chacun doit pouvoir répondre à ses besoins, se reposer, avoir des moments seuls ou pas si c'est pas leur truc. Et pareil, quand on part en famille avec papy, mamie, la tante, l'oncle, n'hésitez pas à partir, vous balader 1 heure, 1 heure et demie pour justement, si c'est compliqué, s'il y a trop de bruit, voilà. Et soyez connectés avec vous-même. Alors il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent. Hein. C'est simple, Voilà. Les vacances en famille, il y a deux écoles. Il y a 2 écoles. Il y en a qui adorent ça, qui attendent ça avec beaucoup d'impatience. Les cousins, les tantes, tout ça, on dort tous ensemble dans les dortoirs et tout, c'est trop sympa. Puis il y a ceux qui aiment moins. Qui aiment moins, voilà. Alors, j'en connais plus qui n'aiment pas beaucoup. Ce type de... On loue tous une maison et on part tous ensemble. Voilà, moi je suis pas trop fan non plus. Hein. Mais je trouve que les vacances en famille, justement dans des hôtels all inclusive, c'est un très bon compromis. Non, c'est une super idée ça. Parce que chacun a sa chambre, on se retrouve, mais on garde la liberté d'action. Voilà. C'est une bonne idée ça. Quelles sont les personnalités qui sont difficiles à gérer en vacances ? Bon, il y en a un certain nombre, et puis il y en a aussi, c'est pas vraiment de leur faute. Par exemple, je pense à la personnalité anxieuse qui va vraiment porter son angoisse toutes les vacances. Tout va être compliqué, le moindre événement, voilà. Donc ça peut être difficile d'absorber l'anxiété, l'angoisse de quelqu'un quand on part en vacances. Et puis, il y a le fameux, celui que j'appelle le comptable, donc celui qui va compter, qui va compter tout, en fait, qui va faire sortir sa petite appli de répartition des monnaies, voilà, et puis qui va avoir très peur de dépenser trop d'argent. Donc ça peut quand même relativement pourrir les vacances. D'ailleurs, qui a utilisé tous les comparateurs sur Internet pour trouver les vacances au meilleur prix. Voilà. Et qui est dégoûté si son voisin a payé plus que lui ou moins que lui. Ouais. Voilà, donc ce type de personnage aussi peut être un petit peu compliqué à gérer en vacances. Et puis on sait en plus par ailleurs que dès qu'il y a des questions d'argent qui arrivent, les gens sont en général un petit peu tendus. Puis il y a les râleurs. Et puis il y a les râleurs, j'allais y venir, les négatifs, les râleurs. Les râleurs, qui sont jamais contents. Non, voilà. Donc ça, je trouve que c'est le type de personnalité qui vont être le plus pesant en vacances parce que c'est contagieux. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un en face qui est tout le temps en train de râler, qui voit tout le négatif, qui n'arrive pas à voir la beauté de ce qui l'entoure et qui va se fixer sur le petit détail qui ne va pas, en fait, par contamination, notre cerveau va finir par faire la même chose. Donc, c'est très compliqué d'être en vacances avec ce type de personnalité parce que ça va générer des réseaux de pensées négatifs en permanence. Il faut s'entourer de gens positifs. Comment bien commencer sa journée ? Alors, vous aussi, vous avez, sur le tard, succombé au Miracle Morning. Vous êtes arrivé après la guerre. Alors, franchement, après la guerre totale. C'était il y a 20 ans. 20 ans Non, pas 20 ans, mais 15 ans. Ouais, peut-être. Mais j'ai succombé, mais pas tout à fait quand même. Parce que, oui, c'est un peu plus tard le vôtre. Voilà. Il n'est pas à 5 heures du matin. Non, et puis il ne le sera jamais. Mais j'ai trouvé... Je n'avais effectivement jamais lu avant ce livre parce qu'à partir du moment où il fallait se lever 1 heure plus tôt, déjà, c'était pas pour moi. Parce que comme vous l'avez compris, je ne suis pas du tout du matin. Mais ça tombe bien parce que votre famille n'est pas du matin non plus. Donc, voilà, donc mais vous savez tout. C'est bien aussi, comme ça au moins. J'ai beaucoup enquêté sur vous. J'ai peur. J'ai envoyé des détectives à Honfleur. Mais... Néanmoins, j'ai trouvé que ce que proposait Allerod dans ses process de début de journée était quand même très intéressant.
Donc, effectivement, j'ai un petit peu réactualisé. Je me suis, j'ai refait à ma sauce un Miracle Morning qui va être, j'espère, un peu plus accessible pour tout le monde et pour ceux qui se lèvent plus tôt, mais aussi pour ceux qui se lèvent moins tôt. Alors, là où j'ai été un peu déçue, c'est que j'avais testé de faire ce petit rituel qui est en 4 ou 5 phases dans la journée pour voir si ça marchait. Ça n'a pas tout à fait les mêmes impacts. Donc, faut le faire le matin. Mais parfois, il y a des choses, parce qu'en vacances, on a tendance à traîner au lit, mais par exemple, si on se lève tôt, il y a des balades à faire le matin, sur la plage. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont très agréables à faire quand il y a moins de monde. Ah mais c'est super. Avec les levées de soleil, moi, je rêverais de voir un lever de soleil. Non, mais les odeurs, vous voyez, c'est bien de faire le matin. Oui, mais quand on peut pas, on peut pas. Non, donc pas. Si on n'est pas du matin. Alors. Bon, la suite est dans votre livre. Il y a un protocole pour ceux qui veulent le tester. Enfin, avec plusieurs numéros. Le LOL. On dit LOL ou L-H-O-L-L? Non, c'est LOL. C'est LOL, c'est ça. Comment garder le bénéfice de vos vacances chez Odile Jacob. Lisa Le Tessier, merci d'avoir été avec nous. Merci. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.